Voilà. Merci à tous, merci à toutes, merci Madame la Présidente. Avant de commencer sur le Vexas, je tenais à remercier chaleureusement mon ami le professeur Taleb, chef de service de médecine interne du CHU de Béjaïa et vice-président de la Société algérienne de médecine interne, à qui je souhaite une magnifique continuation avec bien sûr des projets donc sur Béjaïa et pourquoi pas des projets donc à l'échelle nationale plus tard au sein de la SAMI. Le VEXAS, c'est un acronyme qui signifie donc vacuole, enzyme E1, mutation donc liée à l'X. C'est une maladie auto-inflammatoire et donc ce sont des mutations somatiques, ce ne sont pas des mutations donc germinales. Alors, il va falloir suivre parce que c'est une maladie qui a été démembrée donc très récemment et l'histoire n'est pas finie. Alors le VEXAS, il faut savoir, c'est une maladie fébrile et inflammatoire. Donc c'est une notion importante que vous devez intégrer. Le VEXAS est une maladie carrefour entre maladie du sang, syndrome inflammatoire et signes généraux, signes systémiques. Le professeur Lorari a parlé donc des dermatoses neutrophiliques. Nous allons en parler après. C'est une innovation en génomique pour les maladies non diagnostiquées. La première fois au monde où une équipe donc américaine, l'équipe de Beck en décembre 2020, First Génotype, à partir d'exomes de 2640 patients, ils sont remontés vers le phénotype. Habituellement, c'est le contraire qui se passe. Et là, donc surprise, sur 60, alors ils avaient pris à peu près 26 cas qui étaient parfaitement documentés. Sur ces 26 cas, un diagnostic a été donc corrigé, a été redressé, puisque 60% étaient pris initialement pour une polychondrite atrophiante, 12% pour une périarthrite noueuse, c'est ce qu'on appelle la maladie de Kussmaul-Meyer, et 4% pour une artérite à cellules géantes. Donc le séquençage à haut débit a permis de rectifier un diagnostic qui était erroné depuis de nombreuses années. C'est une maladie liée à l'X puisque le gène UBA1 est situé donc sur le chromosome X. Elle touche l'homme, rarement la femme, mais attention, la femme développe des formes atténuées et surtout, vous avez donc le même phénotype donc chez l'homme et chez la femme. Si vous faites un karyotype médulaire et vous avez une monosomie X chez une femme, il faut chercher un VEXAS. Il s'agit en général d'un homme, 40-50 ans, voire un tout petit peu plus, 70 ans, et nous avons donc une mutation somatique inactivatrice du gène UBA1, qui, donc, je le rappelle, code pour une enzyme E1. Nous avons 8 enzymes E1 dans notre organisme, et cette enzyme E1, elle stimule la production d'une ubiquitine, qui est une protéine dont le rôle est de dégrader donc les protéines. Et donc, devant ce défaut de clearance d'élimination des protéines, nous nous retrouvons avec des protéines mal repliées et à l'origine d'anomalies tissulaires et d'anomalies cellulaires en particulier, donc un gros syndrome inflammatoire comme je vais vous le montrer. Alors, on peut les identifier au niveau des cellules hématopoïétiques myéloïdes, essentiellement donc les érythroblastes et aussi donc les cellules, les progéniteurs érythroïdes. Et attention au niveau de la peau. Le professeur Lorari a parlé donc de dermatose neutrophilique. A priori, on est en train de démembrer donc la dermatose neutrophilique et il s'agit donc probablement de VEXAS syndrome. Il y a une atteinte systémique manifeste et l'histoire n'est pas finie. Vous avez des orchites, des atteintes périorbitaires, des myalgies, des sclérites, des atteintes à tubes d'ivéite et d'épisclérite. Alors, la fièvre récurrente, elle est extrêmement fréquente, 70 voire 80%. Vous avez une chondrite nasale ou auriculaire récidivante dans 50% des cas. Et alors là, je fais un tout petit focus. Il y a des associations périchondrite atrophiante associée au VEXAS. Alors la différence par rapport à une polychondrite isolée, c'est que quand il y a donc une PCA associée à un VEXAS, donc les atteintes donc respiratoires et nasales sont peu fréquentes parce qu'elles, par contre, elles sont très résistantes au traitement.
Et l'âge de survenue, c'est à peu près 60 ans, alors qu'une polychondrite isolée, c'est à peu près 40 ans. Vous avez le fameux syndrome de Sweet. Alors attention, c'est une dermatose neutrophilique. Vous avez donc une infiltrate du derme par des polynucléaires, donc neutrophiles. Elle est inaugurale de la maladie 5 fois sur 8. C'est ce que nous appelons le Sweet histiocytoïde. C'est une hémopathie myéloïde et vous avez donc une infiltration clonale. Les arthrites entre 30 et 50%, parfois, c'est un rhumatisme indifférencié. Il faut chercher donc le Vexas. Il débute essentiellement au niveau des chevilles, mais il peut toucher d'autres articulations. Méfiance si vous avez une polyarthrite entre guillemets érosive, facteur rhumatoïde positif et ACPA négatif. Il faut chercher donc un Vexas. Je précise que les ACPA, ce sont les anticorps dirigés contre les peptides de la citrulline. Nous avons des cas de pseudo-B7, des aphthoses Crohn-like, donc il faut suspecter donc un Vexas. Les colites, 30% des cas, soit il s'agit de colites donc entre guillemets sur une ischémie, soit ce sont des colites microscopiques type collagène ou type lymphocytaire. Les infiltrats pulmonaires que vous devez connaître, 50% des patients en des infiltrats pulmonaires, il y a des nodules pulmonaires, il y a des adénopathies médiastinales, il y a de la pleurésie, il y a de la péricardite, mais la particularité, c'est que ce sont des atteintes pulmonaires qui régressent très rapidement sous corticothérapie. Alors ici, je vous ai donc donné donc ce fameux acronyme vacuole sur lequel j'y reviendrai. Donc l'enzyme E1, donc c'est une mutation du gène UBA1 qui code pour l'enzyme E1. Ce gène UBA1 est situé sur le chromosome X. C'est une maladie auto-inflammatoire. Ce n'est pas une maladie auto-immune. C'est une mutation somatique. Elle n'est pas germinale. Ça veut dire que son délai d'apparition est plus tard dans la vie, c'est-à-dire vers 50, un peu plus, 50, 60 ans. Ici, je vous ai donné donc les dernières recommandations américaines. Vous avez la fièvre, vous avez la chondrite, vous avez la colite, vous avez donc les atteintes à type d'arthrite, les thromboses veineuses. On va y revenir parce que c'est une cause de mortalité donc très élevée. Et là, vous avez donc d'autres anomalies comme les infiltrats pulmonaires. Vous avez donc les vacuoles sur lesquelles j'y reviendrai. Et bien sûr, cette fameuse dermatose neutrophilique. Cette dermatose neutrophilique, ce sont des dermatoses qui sont révélateurs d'un Vexas syndrome. Nous avons des vascularites cutanées en général, 22% des cas. Ce sont des vascularites leucocytoclasiques. Alors, le Vexas, c'est un déficit immunitaire acquis. Il y a une diminution des cellules NK avec une baisse de la cytotoxicité. Vous avez des monocytes et des macrophages qui sont altérés sur le plan qualitatif et quantitatif, donc ils font des infections avec un risque de décès à court terme. Il est extrêmement important de détecter donc les fameuses complications infectieuses. Il y en a à peu près 8. Il y a les entérobactéries. Ils font des infections à germes intracellulaires, à Legionella pneumophila, à Pneumocystis jirovecii, à Covid-19, HSV, VZV, et une dernière qu'on appelle la Mycobactérie chelona. Cette mycobactérie non tuberculeuse, elle est particulièrement mutilante puisqu'elle touche donc les parties molles et donc la peau, et elle est redoutable puisque le taux de mortalité est extrêmement élevé. Il y a un risque de thrombose veineuse, il y a un lupus anticoagulant présent dans 50% des cas, ils font des thromboses veineuses superficielles, des thromboses veineuses profondes, il y a un risque de récurrence majeure, 17% au cours de la première année, jusqu'à 40-50% donc les 5 premières années. Il y a un décès dans cette maladie dans un tiers des cas, donc si le diagnostic n'est pas fait. Attention aux associations avec la polyarthrite rhumatoïde, avec l'artérite à cellules géantes, avec les vascularités en cas et avec les périartérites noueuses. Alors, je vous ai montré au départ les manifestations cliniques. Parmi les manifestations cliniques, vous avez l'orchite. L'orchite est une complication de la périartérite noueuse, qui, je le rappelle, on les traite quand il y a donc une PAN, une périartérite noueuse, c'est une vascularite des moyens et des petits vaisseaux. On le traite par une association corticoïde plus cyclophosphamide. Et vous avez ici la polyarthrite rhumatoïde, et en particulier ce que nous appelions à l'époque
la vascularite rhumatoïde touche l'homme, la peau, la multinévrite, et vous avez vu donc les premières manifestations cliniques, il y a de la sclérite, quelquefois en escalade thérapeutique quand ils s'en rebellent donc aux corticoïdes, nous sommes obligés d'utiliser donc des bolus d'endoxan, voire donc du rituximab. Il faut devant toute polyarthrite, chercher systématiquement une cytopénie, anémie, thrombopénie et bien sûr la macrocytose qui est présente dans près de 100% des cas. En cas de doute, vous faites le myélogramme. Je précise que la mutation UBA1 est située donc sur l'exon 3. Il faut chercher une gammapathie monoclonale, myélome multiple, gammapathie monoclonale d'étiologie indéterminée, fréquente, entre 10 voire 30%, et surtout il faut chercher un syndrome myélodysplasique qui est extrêmement fréquent dans 50% des cas. Ils évoluent rarement vers une leucémie myélomonocytaire chronique. Alors, ce que vous devez retenir, parce que c'est une maladie qui est donc très complexe, ça s'appelle un spectre VEXAS. Vous devez toujours chercher donc le VGM augmenté associé à une anémie, donc à une anémie macrocytaire. Elle est présente chez tous les patients. Attention, l'anémie est plus profonde chez la femme. Vous avez une diminution des plaquettes, mais sans risque hémorragique, à peu près de l'ordre de 120 000. Et le deuxième élément, donc il y a souvent donc une lymphopénie et une monocytopénie. Il y a toujours une augmentation de la CRP et un bilan infectieux donc négatif. Je voudrais répondre à mon cher ami Dr Bohamran tout à l'heure sur l'anémie inflammatoire. Ça peut être un VEXAS. Le myélogramme va donner des vacuoles au niveau des précurseurs hématopoïétiques myéloïdes. C'est quelque chose de facile et qui rapporte gros. Alors, les mutations du gène UBA1, on a 3 variants qu'il faut connaître. La méthionine 41 remplacée par une leucine, 21%, mortalité 18%. La méthionine 41 remplacée par une valine, alors attention, celle-là elle est redoutable, 22%, avec une mortalité de 50%. Celle-ci, elle est donc à haut risque infectieux et surtout il y a moins d'infiltrats donc de polynucléaires neutrophiles, il y a moins de chondrites et il y a beaucoup plus d'atteintes de type vascularitique. La dernière c'est la méthionine 41 remplacée par une tréonine, 50%, mortalité 22%. Les autres mutations somatiques additionnelles augmentent la mortalité. Nous sommes sur ce qu'on appelle une hématopoïèse clonale, en particulier T2, DNMT donc 3A et surtout la dernière S56F qui augmente le risque donc de myélodysplasie et donc le risque de neutropénie. Le variant méthionine 41 valine, il y a une médiane de survie de 9 ans après donc le début de la maladie. Il y a intérêt donc à mesurer donc la charge allélique UBA1 comme on le fait déjà pour donc la mutation JAK2 au cours des syndromes myéloprolifératifs. La monocytopénie est corrélée au pronostic, comme vous vous en doutiez. La monocytopénie prédispose à ce qu'on appelle cette infection opportuniste à Mycobacterie chelona qui est particulièrement redoutable et mutilante. Nous faisons soit un séquençage à haut débit sur la moelle osseuse s'il s'agit d'une maladie hématologique ou bien sur la peau s'il s'agit d'une maladie inflammatoire. Quelquefois, le séquençage peut être fait donc sur un gène d'intérêt. C'est ce qu'on appelle donc une méthode de type Sanger. Alors ici, donc ce sont des images donc de la Mayo Clinique. Vous avez donc des vacuoles. Alors les vacuoles sont caractéristiques donc de la maladie, mais ne sont pas spécifiques. Ils peuvent se voir en cas d'alcoolisme chronique, en cas de carence en cuivre, en cas d'excès de zinc et en cas de maladie de Tangier, qui est une carence en cuivre aussi. Vous avez des pseudo-engelures, ici, de la nécrose, pris au départ pour une maladie des emboles de cholestérol. En fin de compte, il s'agissait d'un VEXAS. Chondrite auriculaire, donc récidivante. Et vous voyez ici, vous avez un suite caractéristique avec des papules qui sont inflammatoires. Et donc, nous sommes devant une forme systémique qu'il faut traiter donc le plus rapidement possible. Alors ici, vous avez un PET scanner, c'est une tomographie à émission de positrons, et vous avez ici un standard uptake value de l'ordre de 15. C'est une moelle qui crache le feu, puisqu'il y a la mutation UBA1 au niveau donc de la moelle osseuse. Donc vous vous en doutez qu'il y a une énorme inflammation au niveau du corps qui explique l'inflammation et les signes généraux et tout le reste, la colite, les infiltrats pulmonaires et les chondrites. Alors, au niveau du traitement, je vous ai fait simple. Alors,
Le traitement, corticoïde. Chez tout le monde, c'est une maladie qui est corticosensible, mais attention, elle est corticodépendante. Et surtout, chez un patient qui a déjà un déficit immunitaire, vous allez précipiter donc les complications infectieuses. Ils sont en général corticodépendants au-dessus de 20 mg par jour. On peut utiliser de l'érythropoïétine recombinante lorsqu'il y a une anémie qui est transfuso-dépendante, et on peut utiliser aussi les agonistes des récepteurs de la thrombopoïétine quand il y a donc une thrombopénie. Lorsque vous avez donc le versant hématologique de type syndrome myélodysplasique, nous utilisons l'azacétidine qui est un agent hypométhylant, 75 mg par mètre carré pendant 7 jours, ce qu'on appelle Vidasa. On peut lui associer le Venetoclax, un des médicaments qu'on utilise pour la leucémie aiguë myéloïde. Cette thérapeutique inhibe donc le BCL2, c'est un gène protéine anti-apoptotique. Lorsque vous avez l'orage cytokinique, c'est-à-dire la fièvre, donc les manifestations cutanées, la chondrite et tout le reste, là, on peut utiliser soit un JAK inhibiteur, donc le ruxolitinib, soit qui inhibe le JAK1 et le JAK2, soit on utilise un anti-IL6 qui est le tocilizumab, mais cette fois-ci, on l'utilise par voie veineuse, et ça, c'est l'expérience japonaise. On l'utilise à raison de 400 mg par voie veineuse. On peut faire une rotation en escalade thérapeutique avec l'anti-IL1 qui est l'anakinra, donc le Kineret. Il faut les vacciner parce qu'ils font des infections, entre autres à VZV. Il faut prévenir donc le risque infectieux en cas de pneumocystose ou en cas donc je dirais donc d'une lymphopénie prononcée. Il faut les mettre donc sous Bactrim, sulfaméthoxazole, trimétoprime, et en cas de mycobactérie Kellona. Alors la mycobactérie Kellona, donc je ne sais pas si vous savez comment elle se traite, c'est une triple antibiothérapie où on associe donc de la doxycycline, de l'azithromycine et de la ciprofloxacine. Il faut les greffer, une allogreffe de cellules souches qui permettra donc la disparition de la mutation UBA1. Il faut la proposer au sujet jeune, sans comorbidité, lorsqu'il y a donc la mutation valine. Le risque infectieux est augmenté. Alors ça c'est ce sont les données américaines aussi. Lorsque vous avez sous traitement des sujets plus de 75 ans, qui ont des arthralgies, qui sont traités par donc des JAK inhibiteurs. Donc à ce moment-là, donc il faut faire attention au risque infectieux. Attention à l'errance diagnostique, à une longue histoire de maladie, à une pathologie donc inflammatoire non classée. Il s'agit d'un VEXAS jusqu'à preuve du contraire, surtout s'il s'agit d'un sexe masculin. Devant toute maladie thromboembolique veineuse inexpliquée chez l'homme, vous devez chercher un VEXAS, surtout s'il y a un tableau hématologique sous-jacent ou un tableau donc inflammatoire sous-jacent. Vous devez les mettre sous anticoagulants en préventif devant toute situation à risque, et après le premier accident thromboembolique, nous les mettons sous anticoagulants à vie. Merci de votre attention.